La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on manifeste son indignation. Dans le Parisien, ce sont les chefs d'entreprise qui ouvrent le bal. Et maintenant, les patrons dans la rue. Dans le Figaro, ce sont les dernières toquades pédagogiques de l'éducation nationale. Le rapport qui préconise la fin des notes à l'école. Et dans Libération, des associations antiracistes manifestent violemment contre une exposition qui dénonce le racisme anti-noir et qu'elles accusent de racisme. Le clash des antiracismes. Il y a aussi beaucoup de politique et de Nicolas Sarkozy. Mais oui, et puis il y a d'abord cette une du Monde. Le Pen, Sarkozy, Hollande, la bataille de 2017 est lancée. Oui, ça vous a un petit air de remake de 2012 tout ça, mais à lire la presse ce matin, le scénario de la saison 2 n'est pas totalement écrit. Évoquant l'ancien et l'actuel président qui se répondent à distance, Philippe Vaucan, dans Le Républicain Lorrain, remarque que le piquant de la situation réside dans le fait que ni l'un ni l'autre n'ont de stratégie précise pour 2017, puisque leur statut de candidat est encore dans les limbes. Alors, en attendant les clarifications, les éditorialistes s'amusent des premiers pions avancés par Nicolas Sarkozy. Cette idée saugrenue de constituer un comité des vieux sages avec tous les anciens premiers n'est qu'un piège, tranche Yann Marek dans le Midi Libre. Un gadget qui permettra de montrer au grand jour que Jean-Pierre Raffarin et François Fillon, les premiers à avoir décliné, ne jouent pas le rassemblement. Mais ce qui fascine la presse ce matin, c'est le cas Villepin. Le Parisien cite la remarque perfide d'un cadre de l'UMP. Entre un ancien président de la République qui gagne 100 000 € par conférence et un ancien Premier ministre qui ne doit pas être loin des 60 000 comme avocat international, on vit dans un monde que le commun des mortels ne peut pas forcément comprendre. Mais ce que le commun des mortels peut comprendre, en revanche, ce sont les explications beaucoup plus précises de Libération sur le rôle d'Alexandre Djouri, intermédiaire sulfureux des affaires libyennes et saoudiennes, dans le rapprochement des deux hommes. Ajoutons à cela les intérêts du Qatar, qui sait rémunérer en conférences et prix prestigieux les politiques françaises sensibles à son lobbying, et on imagine à quoi ressemble le nouvel attelage. Et cela vaut bien une participation à un comité Théodule. On retourne à l'Assemblée cette fois, où l'on va parler de la Palestine tout à l'heure. Oui, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy font de la politique étrangère à leur façon, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble de la gauche et de la droite qui seront forcés d'en faire un peu avec le vote à l'Assemblée. Alors, s'il y a un papier à lire ce matin sur ce vote, c'est celui de Jean-Dominique Merchet en une de l'Opinion. La Palestine, une querelle française. Parce que le journaliste raconte magistralement l'importation progressive du conflit israélo-palestinien dans la société française, depuis cette note du chercheur Pascal Boniface en avril 2002, qui se disait frappé par le nombre de Français musulmans qui se disent de gauche, mais qui, par référence à la situation du Proche-Orient, affirment ne pas vouloir voter Jospin. La fracturation de la société française s'est poursuivie depuis, et le vote d'aujourd'hui est un enjeu de politique intérieure autant que de diplomatie. Alors pour la diplomatie, il s'agit, nous dit le journaliste, de compenser à peu de frais l'atlantisme de François Hollande après celui de Nicolas Sarkozy, et de sembler suivre ces 660 intellectuels israéliens qui ont signé un texte demandant à l'Europe de reconnaître l'État palestinien. Pour la politique intérieure, une interview du chercheur Vincent Tiberge, juste à côté, décrypte le sentiment du PS d'avoir perdu l'électorat musulman. Et peu à peu, la cuisine électorale prend le pas sur les enjeux politiques et sur la notion même de communauté nationale. Tout à fait autre chose, Natacha. L'obésité n'est pas seulement un inconfort pour ceux qui en souffrent, ça devient un problème économique. Mais oui, parce que prendre en jeu les évolutions des populations, leurs attentes, ça passe pas seulement par des votes à l'Assemblée, ce sont aussi des initiatives d'entreprise et même de politique. C'est un article des Échos qui nous raconte que tout le monde commence à prendre en compte le bouleversement majeur du XXIe siècle, l'explosion du nombre de personnes obèses. Sièges XXL dans les avions, équipements en matériel médical adapté dans les hôpitaux, voitures avec poignées renforcées pour s'extraire du siège et même crash test spécifique parce que, sachez-le, un obèse a 78% de risque supplémentaire de mourir dans un accident de voiture en raison d'équipements mal ajustés. Mais le plus intéressant dans cet article, c'est la précision statistique qui permet de superposer parfaitement la carte des implantations de McDonald's dans le monde et la carte de la densité de population en surpoids, avec une prédilection d'ailleurs pour les pays en développement, Inde, Brésil et Chine. Alors pour l'instant, le fléau ne coûte pas
pas encore assez cher pour qu'on agisse. Vous nous faites prendre un peu de hauteur, on ouvre Philosophie Magazine. Et oui, doit-on subir un fléau, un malheur personnel ou une politique qui nous déplaît ? Philosophie Magazine apporte une réponse à une problématique qui est aussi bien personnelle que collective et c'est passionnant. Choisir entre l'évitement du problème ou l'action, le fait de se révolter au nom de l'intelligence collective. Le débat surtout entre Jean-Claude Michéa, philosophe critique du libéralisme qui prône un retour au socialisme originel, et François Julien, spécialiste de la pensée chinoise qui se penche sur les transformations silencieuses, nous parle du jeu collectif, de l'épanouissement individuel. C'est un magnifique éloge de la résistance. On termine avec de la politique ou de l'ironie, ou les deux d'ailleurs. Oui, après Le Monde qui nous rejoue donc en une le trio de 2012, on est en pleine régression aujourd'hui. Certains nous rejouent la peur de l'omniprésident. La preuve, eh bien, le site Rue 89 vient d'ajouter à sa page d'accueil une sorte de bouton rouge. Vous cliquez dessus et le site devient Sarko-free, garantie sans Nicolas Sarkozy. Ah, comme on dit sugar free, sans voilà, sucre, d'accord. Tous les articles le concernant sont aussitôt remplacés par des photos de chatons. Donc, il n'a pas changé, Nicolas Sarkozy, mais l'anti-sarkozysme non plus, qui pousse à plébisciter n'importe quel adversaire, du moment qui permet de faire battre le repoussoir absolu. Alors, de même que les photos de chatons ne sont pas une alternative journalistique, eh bien, on a vu jusqu'à présent ce que ça donnait, l'absence d'alternative politique. La revue de presse de Natacha Polony. Vous aimez les chats quand même? Mais oui, c'est mignon, bon, les chatons, enfin, c'est attention, adorable, mais les pas amis trop des non animaux plus. vous écoutent attentivement. Envoyez un petit chat à Natacha Polony, ça lui fera plaisir. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30. Faites pas ça, malheureux, À 8h30 sur Europe 1. À demain, Natacha. À demain.